Aujourd'hui, nous recevons Victor Morin qui a accepté de venir répondre à quelques questions sur le métier éducateur canin et comportementaliste animalier. Bonjour Victor. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous raconter ce qui vous a amené à vouloir travailler avec les chiens ? La pure passion. Quand j'avais 8 ans, je me souviendrai très bien, j'étais dans un parc animalier avec mon père. Le canidé, ça m'intéressait pas trop. C'était un parc à loups, en Lozère, le parc du Gévaudan. Je m'ennuyais ferme dans ce parc animalier. Et puis il y a un loup qui a débarqué très près du grillage, mais vraiment très près. J'avais juste à tendre le main, je la touchais. Et on s'est regardé droit dans les yeux. C'est ce moment-là où j'ai dit je travaillerai avec les loups. Bon, il y a eu le blocage des adultes. On m'a dit tu peux pas travailler avec le loup. Savoir qu'aujourd'hui je suis reconnu comme un expert du comportement du loup. Donc je dis je vais travailler avec le chien. Et finalement, comme j'ai une tante qui était éleveuse de chiens, j'ai commencé à travailler dans le chien. À quel âge avez-vous eu votre premier chien et comment s'appelait-il ? Je le connaissais pas, je m'en rappelle pas. Quand je suis né, mon père avait c'était un berger allemand croisé labrador, je crois qu'il s'appelait Turbo. Mais quand j'avais 8 ans, mon père a fait tout ce qu'il fallait pas. Il a débarqué un matin du mois d'août avec un caniche qui s'appelait Rocky. Voilà, qu'on a gardé 14 ans, je crois. Il est parti à 14 ans, le garçon. Quels sont les chiens qui vous impressionnent le plus ? Oh, le chien loup. Le chien loup, que ce soit le chien loup tchécoslovaque ou du chien loup qui soit beaucoup plus proche du loup, c'est des chiens qui sont très impressionnants. Je me rappelle très bien qu'il y a des années maintenant, il y a très longues années, il y a peut-être même plus de 10 ans, je sais plus. J'étais persuadé d'être un éducateur canin compétent, quelle erreur je faisais. Et j'ai rencontré mon premier chien loup qui s'appelait Yuma. Quand on n'est pas spécialiste, Yuma, on était persuadé que c'était un loup arctique. Il était tout blanc, il était magnifique. Il m'a grogné dessus, j'ai pas compris. Et toute ma carrière est tombée. Parce que j'ai pas compris. Et les quelques minutes que j'ai passées avec Yuma, ça a détruit toute ma carrière et ça a tout reconstruit. Et toutes les interactions que j'ai pu avoir avec les chiens loups, on s'aperçoit que c'est des chiens qui sont complètement différents des autres chiens. Et parfois j'ai rencontré des chiens loups qui sont vraiment très proches du loup. Et là c'est des individus, un éducateur canin normal ne peut pas travailler avec ces chiens-là parce que c'est complètement différent. Le Rottweiler c'est très impressionnant. Le Rottweiler c'est l'autorité à l'état pur. Quand un Rottweiler grogne, ça a un pouvoir énergétique qui est très impressionnant, ça met tout le monde au silence. On a un problème là, vraiment un problème. Les Malinois, c'est des chiens qui m'impressionnent beaucoup, des chiens pour lesquels je me sens assez incompétent. C'est des chiens qui sont très francs, qui sont assez explosifs. Moi j'ai l'habitude d'être un petit peu plus posé, un petit peu plus calme, et on a un petit peu de mal à se comprendre avec les Malinois. Et tous les Malinois de police qui font du mordant, qui font du ring, pour moi, c'est un peu de la magie et je ne comprends pas et c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne énormément. Quels sont les chiens que vous préférez le plus et pourquoi ? Le chien loup. Le chien loup, c'est des chiens qui nous forcent à nous remettre en question en permanence. C'est-à-dire que c'est des chiens qui vont réfléchir. C'est contrairement à la plupart des chiens qui vont réfléchir aussi, mais qui vont demander l'avis de l'humain, qui vont demander l'aide de l'humain. Ma chien loup, quand elle a un problème, elle va chercher à le résoudre par elle-même. Donc on est obligé d'être un petit peu plus malin, de se remettre en question régulièrement, jusqu'à trouver le compromis. Avec un chien loup, il faut chercher des compromis. On va pas trancher, parce que quand on va trancher, on va s'engueuler avec lui et généralement ça se passe mal. On va chercher des solutions qui me conviennent à moi et qui conviennent aussi au chien loup. Et puis le labrador. Oh, le labrador, c'est des crèmes, c'est des perles. Enfin, le vrai labrador, c'est des crèmes, c'est des perles. On peut se rouler par terre avec, on peut dormir dans la tente, dans le canapé. On peut se faire des gros câlins, les labradors. C'est super, un labrador. Pouvez-vous nous parler des stages qui vous ont marqué ? Alors, j'ai réussi à décrocher un stage dans un parc animalier, un grand parc animalier dont je ne vais pas citer le nom. Le parc n'a pas compris que je ne venais pas pour faire un stage de soigneur animalier, mais un stage de comportementaliste animalier, c'est-à-dire pour étudier les animaux présents. Ça m'a beaucoup marqué parce qu'on avait une très grande complicité avec les animaux. J'ai développé une complicité énorme avec tous les animaux que j'ai pu étudier. Donc avec le lion par exemple, où on va pas dire qu'il était content de me voir, mais moi quand j'entrais dans le bâtiment des lions, il était calme. J'ai développé une amitié avec un lycaon. Donc le lycaon, c'est un chien sauvage d'Afrique qui s'apparente au loup. Une vraie amitié, c'est-à-dire que quand le lycaon me voyait, il bondissait de joie, on échangeait des brins d'herbe. C'est rigolo d'échanger des brins d'herbe. Vous ne faites pas ça, changer des brins d'herbe avec les lycaons, faites pas ça. Si vous allez dans un parc animalier, vous ne faites pas ça. C'est interdit. Il était content de me voir et quand il y a un autre lycaon qui était agressif avec moi, celui-là attaquait l'autre lycaon et recadrait l'autre lycaon. Tu fais pas ça à Victor.
Il y avait une louve aussi, quand elle me voyait, c'était appel au jeu et vas-y on joue. Alors, je ne pouvais pas jouer avec elle, mais vas-y on joue. Voilà, ça m'a beaucoup marqué. D'un point de vue un peu plus négatif, parce que ça va, le néophyte et celui qui n'est pas dans le métier, ça va lui faire de la peine, mais quand on est dans le métier, dans l'apprentissage, ça a été très instructif pour moi. J'ai fait un stage chez un éleveur de Labrador qui s'en moquait. Ces chiens. Il passait ses journées dans la partie privée et on le voyait quasiment jamais. Donc c'était les apprentis et les stagiaires qui faisaient leur travail. Et on avait une mère Labrador qui voulait tellement s'occuper de ses chiots qu'elle les léchait un petit peu trop et en fait elle les blessait à la queue ou alors elle les amputait de la queue. Et l'éleveur s'en moquait. Parce que l'éleveur, quand il trouvait un chiot blessé, on faisait ce qu'il faut pour éliminer le chiot. Moi j'ai mis en place tout un protocole de soins sur ces chiots. Donc j'ai enlevé la mère des chiots, j'ai mis les chiots sur une autre mère. J'ai mis tout un protocole de soins sur les chiots, j'ai bossé comme un fou. Sur les 8 chiots, quand je suis arrivé, il en restait 5, j'en ai sauvé 3. Alors que je partais de rien, ça faisait 2 ans que j'apprenais les métiers du chien. Donc ça m'a beaucoup marqué. Est-ce que vos débuts en tant qu'éducateur canin ont été difficiles? Oui, très. Alors il faut savoir qu'éducateur canin, vous pouvez tous l'être. Vous passez ce qu'on appelle la CACED. C'est une petite formation de 3 jours. Si vous le faites en ligne, vous n'avez même pas besoin de faire la formation. Vous passez le questionnaire autant de fois que vous voulez, puis après, voilà. Puis c'est encore plus simple. Si vous allez à l'URSSAF maintenant, que vous vous déclarez comportementaliste animalier, il n'y a pas besoin de la CACED, vous êtes considéré comme aussi compétent que moi. Donc l'erreur qu'on fait quand on est diplômé, c'est de se croire compétent. C'est totalement faux. Donc moi je me croyais compétent et je me suis ramassé. J'étais quand même perdu. C'est les années en fait qui m'ont rendu compétent. Je m'investissais aussi énormément pour les clients. C'est-à-dire que des fois je répondais à 22h au téléphone. Je répondais à 22h, je bossais comme un fou, je venais gratuitement, etc. Ça me pourrissait ma vie privée, ça me pourrissait ma vie tout court et ça m'empêchait de monter aussi en compétence et de faire du bon travail. Donc les débuts ont été très très difficiles. Et quand j'ai compris qu'il fallait que je fasse un pas en arrière et que la bonne méthode c'était de faire comprendre aux gens que c'était pas mon chien, c'est pas mon chien, pas mon problème, là ça a été très difficile à accepter. De passer de la bienveillance à 300% à une forme de bienveillance un petit peu plus stricte, un petit peu plus dure, mais pour le bien des clients, mais aussi pour mon bien et celui de ma famille. Ça a été compliqué. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Utilisez-vous des gestes spéciaux avec les chiens? Quand je vais chez un client ou quand j'en rencontre un chien pour la première fois, j'ai toujours soit mon sac à dos, soit une veste, soit ma casquette. Donc c'est pour ça que là j'ai une casquette. Quand on enregistre l'émission, j'ai toujours ma casquette ou mon chapeau. Parce que quand un chien est agressif avec moi, je me mets un bouclier. Donc le sac à dos, la casquette, la veste. Ça me permet d'avoir le petit temps de marge et que je préfère que le chien il attaque mon sac à dos plutôt qu'il m'attaque moi. Parce que vous saviez tout ce que mon sac à dos a vécu. D'un côté un peu plus positif, sur des chiens qui ont un petit peu la trouille, je vais me coucher par terre. Des chiens où je suis sûr que moi je vais pas me faire agresser. Je vais pas hésiter à me coucher par terre. Donc ça a débloqué la situation avec un chien loup. Alors vous le faites pas vous, hein. Vous le faites que si vous avez vraiment confiance au chien. Ça a débloqué la situation sur un chien loup qui avait un petit peu la trouille, qui était un petit peu méfiant. On n'arrivait pas à en faire grand chose et moi je dis écoute je vais me coucher par terre. Le chien loup il m'a foncé dessus. La propriétaire elle a poussé un petit cri, elle a mis les 2 mains sur sa bouche, s'est tendue parce qu'elle s'est dit ça y est Victor il est mort. Alors le chien il est arrivé au-dessus de moi. Et je lui ai fait comprendre en fait par des gestes, par des manières de me comporter, donc ça a été je me tends un petit peu et puis je me tourne, que ça je suis pas d'accord. Ça a été des gestes de protection, hein. Je lui tends mon dos ou je lui tends l'arrière de mon crâne plutôt que lui tendre mon visage. Et là il y a eu des comportements, le chien il s'est arrêté et il y a eu vraiment un apaisement du chien. Il s'est couché à côté de moi, on a fait un câlin par terre, on a joué un petit peu doucement par terre et à partir de ce moment précis j'ai pu en faire tout ce que je voulais. Donc me coucher par terre, c'est un geste que je vais employer vraiment pour apaiser certains chiens. Comment pouvez-vous reconnaître qu'un chien se sent bien? Alors, il y a la théorie et il y a la pratique. Parfois, il faut oublier tout ce qu'on connaît de la théorie, il faut juste se laisser porter par ce que je sens. J'ai un ami qui est pas capable de faire une conférence, qui est pas capable de faire une formation, qui est pas capable de vous expliquer la manière dont il fait. Pourtant, il sait faire. Donc parfois, il faut simplement se laisser porter par ça et on s'aperçoit que le chien se sent bien. Mais il va y avoir des gestes. Quand le chien se couche par exemple et qu'il va fermer les yeux à côté de moi, c'est une marque de confiance. Il se sent bien. On a des chiens, quand ils vont s'asseoir et qu'ils vont bâiller, ça veut dire qu'ils sont en train de se détendre, qu'ils sont en train d'évacuer la pression. Et c'est peut-être tout simplement quand il est calme, ou quand il bat de la queue, ou quand il allaite beaucoup et qu'il bat de la queue. C'est qu'il se sent bien. Est-ce que vous vous êtes déjà fait attaquer par un chien? Oh, plusieurs fois. C'est pas le quotidien d'un éducateur canin, mais ça arrive régulièrement. Donc je vais vous en raconter 2. C'est arrivé chez une cliente, alors elle était complètement à côté de la plaque. Elle était persuadée que son chien était une peluche. Dès que je tournais le dos de son chien, il me chargeait.
J'ai senti plusieurs fois les dents claquer derrière moi et ce chien s'est accroché à mon sac à dos. Mon ancien sac à dos, il a déchiré mon ancien sac à dos et voilà, il s'est acharné dessus. Voilà. C'était un chien qui était extrêmement dangereux. Là, moi, j'ai enfermé le chien dans une autre pièce, le temps qu'on papote, et quand on est revenu, il nous avait bousillé la cuvette de toilette. Quand je dis bousillé, il y avait du bois partout, on pouvait plus tirer la chasse d'eau, c'était dramatique. Ils avaient plus de toilette, ces gens. Le chien, il a passé 1 heure là-bas dedans, le temps qu'on papote. La deuxième anecdote, c'est pas vraiment une attaque, mais c'est une situation où moi, j'étais en danger à ce moment-là, et la propriétaire n'a pas compris. On m'a amené 2 chiens loups pour une visite test en pension. Le propriétaire était persuadé que c'était 2 amours. Je lui ai dit, c'est pas 2 amours ceux-là, ça c'est 2 chiens qui sont vraiment compliqués. Pour bien faire comprendre, elle me dit, ah mais oui, non mais il n'y a pas de souci, ils sont sous contrôle, ils reviennent au rappel. On va donner des noms aux chiens, mais oui, mais pour attraper Albert, il faut attraper Barnabé. Donc les chiens ne sont pas sous contrôle. Donc au bout d'1 quart d'heure, elle a réussi à récupérer le contrôle de ses chiens. Donc des chiens qui sont sous contrôle, ça lui a pris 1 quart d'heure à les récupérer et elle les a mis dans le box des chiens loups. Je suis rentré dans le box des chiens loups, dans le parc des chiens loups, et je suis allé m'installer devant le bâtiment. Les 2 chiens ont pris des positions de chasseurs. C'est-à-dire qu'il y en avait un à gauche qui m'empêchait d'accéder à l'autre partie du parc et un qui était positionné devant la porte pour sortir du parc. Ça c'est des positions de chasseurs. C'est des chiens qui, dès que je bougeais, me montraient les dents. Et là, c'est pas le sourire dont on parlait dans une autre émission. C'était une menace. Tu bouges pas de là. J'étais pris en étau. C'est une position de chasse. C'est une position de prédateur. Là, j'étais en danger. Et pour sortir de là, il a fallu que je leur balance des cailloux dessus. Donc je leur ai balancé des cailloux dessus et je suis sorti très vite de là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le premier caillou est parti, dans les 3 secondes, j'étais dehors. Donc dans les 3 secondes, j'avais fait les 5 mètres, j'avais ouvert la porte, j'avais fermé la porte. Et j'ai bien fait, parce que les 2 chiens se sont jetés sur la porte, avec les crocs en avant. Pour finir, quel est l'événement le plus touchant que vous ayez vécu ? Oh, c'est Mareka. Quand on fait de l'élevage de chiens, on a des milliers et des milliers d'anecdotes. J'en ai une particulière, la naissance se passait très très bien, et en fin de nuit, ça faisait déjà un petit moment que la chienne poussait, et le chiot est né. Le chiot est né, je vais récupérer le chiot, je le sors de la poche dans laquelle le chiot se développe dans le ventre de la mère, et rien. Pas de respiration, rien du tout, chiot mort-né. Alors évidemment, quand il est 5 heures du matin, qu'on a passé la nuit à surveiller les chiots, que la veille on était en train de gérer 50 chiens dans le chenil, on est claqué. Alors on se pose dans le fauteuil, on sait que le prochain chiot il est pas là avant 1h15, 1h30, on se pose, on prend le temps de souffler un petit peu et on prend le temps de digérer, donc j'avais le chiot dans les mains. Et j'ai senti un unique battement de cœur. J'en ai senti un. Et là j'ai su que c'était pas perdu. Je me suis battu pendant 45 minutes avec ce chiot. Donc j'ai fait tous les gestes de réanimation, de stimulation, ça m'a pris 45 minutes à sauver ce chiot. Ça a été un vrai râle d'agonie, cette première respiration. C'était exactement l'inverse de la vie. La première respiration, c'était le râle d'agonie. J'ai sauvé ce chiot. Et quand ce chiot prend cette première respiration, vous pleurez. Et vous en cherchez d'autres. Et au bout de 3 quarts d'heure, j'ai pu brancher le chiot à la mère. C'est-à-dire que j'ai pu installer le chiot à la tétine de la mère parce que le chiot était sauvé. Ce chiot, aujourd'hui, il appartient à une association. Moi, je voulais la garder. Donc j'étais très très fâché, j'ai boudé ma patronne à l'époque parce qu'elle l'a vendu à une association qui forme des chiens pour handicapés. Et ce chiot, il appartient à une dame qui a une maladie du sommeil, c'est-à-dire que c'est une dame qui pouf s'endort, d'un coup, paf, voilà. Et ce chiot, il a été dressé à détecter ces crises et à prévenir la propriétaire, donc sa propriétaire qui va avoir une crise pour qu'elle puisse s'asseoir, ou à protéger la propriétaire quand elle fait une crise, donc à dire les autres non, vous l'approchez pas parce qu'il a un harnais, etc. Ou à aller chercher du secours quand la crise est vraiment très grave. Là, ça, c'est pour moi un chiot qui était mort à la naissance. Je me suis battu pour le sauver et aujourd'hui, je sais qu'elle aide cette personne handicapée. Ça, c'est une très grande fierté. Merci à Victor Morin d'avoir répondu à nos questions sur le métier d'éducateur canin et de comportementaliste animalier. Pour retrouver toutes les émissions réalisées par la classe de 5e C du collège Condorcet en atelier scolaire avec Radio Aléo, rendez-vous sur le site radioaléo.fr.